Merci à vous de nous rejoindre dans Sika Infomag. Au Togo, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 10 ans, a été investi mercredi dernier par son parti pour la prochaine élection présidentielle, aux grandes dames d'une opposition minée par les démons de la division. Le chef de l'État togolais brigue ainsi un troisième mandat malgré les levées de boucliers de l'opposition et passe outre les réformes constitutionnelles et institutionnelles réclamées à corps et à cri par l'opposition, ou du moins désormais une partie de cette opposition. Pour d'aucuns, il s'agit déjà d'une victoire de Faure Gnassingbé sur l'opposition togolaise et pour d'autres, il serait tout simplement question d'une bataille de leadership qui affaiblit désormais des opposants en panne d'inspiration. Mais qu'en est-il véritablement? Eh bien, nous ferons un décryptage de la situation au Togo dans la première et la troisième partie de votre magazine d'information. Mais en deuxième partie de cette émission, vous aurez également des informations économiques. Bienvenue à tous à ces 3 quarts d'heure consacrés à l'analyse de l'actualité en Afrique et dans le monde. Voici le flash d'information. Au Soudan, le président Omar el-Béchir, candidat à sa propre succession à l'élection prévue en avril, a annoncé qu'il démissionnera s'il est battu lors de ce scrutin boycotté par les principaux partis de l'opposition. Omar el-Béchir a critiqué l'attitude de ses adversaires qui boycottent ce scrutin. En Côte d'Ivoire, Charles Konan Bani, Amara Essi, Jérôme Kablan-Brou et Bertin Kouadio-Konan, les fondeurs du PDCI, ont rejeté les consignes de leur parti. Tous ont fustigé l'appel de Daoufro lancé par Henri Konan Bédié qui fait d'Alassane Ouattara le candidat unique de la majorité. Ellen Johnson Sirleaf a rendu hommage aux Américains pour leur aide dans la lutte contre Ebola. Le Libéria et la Sierra Leone enregistraient entre 300 et 550 nouveaux cas par semaine. Mais grâce à une force militaire des États-Unis, il n'y a actuellement qu'1 à 3 nouveaux cas par semaine. Au Togo, l'idée d'une candidature unique pour l'opposition à la présidentielle du 15 avril 2015 s'éloigne et semble définitivement impossible. Déjà, 7 candidatures ont été enregistrées dans le rang des opposants qui se livrent désormais une guerre ouverte. Le comité d'action pour le renouveau CAR de Paul Dodi à Pévon accuse l'Alliance nationale pour le changement ANC de Jean-Pierre Fabre d'avoir définitivement tourné le dos aux réformes et de ce fait de cautionner une mascarade électorale en cours. Pendant ce temps, le président Faure Gnassingbé, confortablement installé dans son fauteuil, se fait lentement mais sûrement un boulevard vers un troisième mandat. Pour analyser cette situation, retrouvons tout de suite nos débatteurs du jour. On fera le débat avec vous, Benjamin Honoré Naoum. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de la Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin. Joël Yetondi, merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste à Sika TV. Faure Gnassingbé est candidat à sa propre succession après 2 mandats passés à la tête du Togo. Est-ce un échec pour une opposition qui réclamait son départ? Je crois qu'on devait s'y attendre depuis fort longtemps, d'autant plus que la constitution en place aujourd'hui dans le pays permet à Faure Gnassingbé de se repositionner. Donc pour moi ce n'est pas une information, ce n'est pas une nouvelle, c'est tout simplement une confirmation. D'autant plus que on n'a pas réussi à changer la constitution, l'initiative a été prise, les députés à l'Assemblée nationale ont dit on laisse la constitution en l'état, donc on devrait s'y attendre. Donc aujourd'hui ce qui est clair c'est que l'homme est candidat face à l'opposition. Mais vous parlez d'échec, est-ce qu'on doit parler d'échec? Je ne pense pas qu'on doit raisonner dans ce sens-là, d'autant plus qu'on n'a pas réussi à changer la constitution. Si c'est qu'on était dans un système qui ne permettait pas à Faure Gnassingbé de se présenter et qu'il force les choses, on peut dire en ce moment que l'opposition a échoué. Ici, il était question d'abord de changer la constitution. Nous ne sommes pas dans ce cas. Donc, je ne peux pas parler d'échec. Je vais plutôt parler des acteurs politiques de l'opposition qui doivent se mobiliser pour gagner la bataille. Joël Yetondi. Ah oui, sur l'essentiel, à savoir, est-ce qu'il s'agit là d'un échec? Oui, ma lecture m'amène quelque part à le dire. Je pense que cette opposition a échoué lamentablement. Et l'échec, c'est vrai, la constitution togolaise ne limite pas le mandat en l'état. Donc là-dessus, il n'y a pas de pierre à jeter à Faure. Mais quant à l'opposition, oui, je continue de le dire, elle a échoué lamentablement. Elle a échoué dès le départ, où cette opposition n'est pas parvenue
à changer fondamentalement les réformes en cours. Elle l'a annoncé, elle a organisé assez de marches, assez de mobilisations, avec un slogan suffisamment fort, sauvons le Togo. Cette opposition aurait pu faire rêver, continuer à faire rêver le peuple togolais. À un moment donné, elle a commencé par faire rêver, mais elle a échoué, je continue de le dire, simplement parce que cette opposition qui au départ a donné l'alerte de pouvoir s'unir, faire bloc et aller de l'avant, à un moment donné, on n'a pas compris ce qui s'est passé. S'agit-il de compromission? Moi, je suis tenté de le croire. On ne peut pas comprendre que face à un homme pour qui c'était tout un boulevard dressé avec une constitution en l'état qui lui fait la part belle, cette opposition n'a pas pu s'entendre pour tout au moins se donner une certaine chance parce qu'ensemble, on est plus fort, on le sait, et unis avec cette forte mobilisation qu'on a vue il y a un mois, on pouvait encore rêver. Et trop tôt, vous l'avez annoncé, on a aujourd'hui 7 candidats en lice pour la présidentielle. Une présidentielle avec un scrutin à un tour. L'opposition a failli, l'opposition a échoué. Et il ne lui reste qu'à faire sa valise, je pense. Je pense qu'il faut porter un peu de gain, hein, franchement, dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous ne sommes pas encore à la présidentielle. Ce sont des opposants qui se sont rassemblés pour demander des réformes. Je pense que le contexte ne s'y prêtait même pas. Parce que les réformes qu'on demande, c'est d'empêcher Faure, qui est au pouvoir, de concourir pour la 3e fois. Donc, quand vous êtes en face d'une problématique pareille, vous ne pouvez pas dire que l'opposition va réussir. Sauf si on va plus loin, on descend dans les rues, on prend en otage le peuple par la rue et on fait des protestations et on oblige peut-être celui qui est là à dégager. Alors que nous sommes dans un régime démocratique au Togo et il faut préserver les textes qui sont aujourd'hui en vigueur dans ce pays. Donc si l'opposition décide d'aller de l'avant, c'est qu'on veut prendre le pouvoir par la rue. Je crois que ces opposants n'ont pas peut-être le cran d'aller jusque-là. Et le contexte aujourd'hui au Togo, ce n'est pas le cas du Burkina Faso, où c'est l'homme fort du régime qui décide de changer les textes pour pouvoir perpétuer son règne. Aujourd'hui, au Togo, la Constitution existe. Et ce n'est pas une initiative personnelle du président actuel de changer les règles. C'est l'opposition qui souhaite changer les règles. Et c'est pourquoi je dis, ce qui devrait être fait, c'est quoi? C'est que vous faites la mobilisation comme cela se doit dans les urnes. Vous réussissez à faire partir l'homme qui est en place et après vous pouvez faire des réformes. Mais vous ne pouvez pas demander des réformes qui empêchent à celui qui est au pouvoir de ne plus se positionner. Je crois que c'est là où l'opposition togolaise s'est trompée. Personne, en réalité, les accompagner dans cette logique. Parce que la logique ici, c'est quoi? On fait des réformes pour faire partie Faure. Alors que Faure veut être toujours candidat. Et pourquoi pas continuer à diriger le pays. Donc, en ce moment, on se retrouve dans une difficulté. Et c'est cette difficulté-là qui n'a pas permis véritablement à l'opposition d'aller de l'avant. C'est ce que je voudrais qu'on fasse remarquer. Oui, je suis d'accord avec Honoré, mais je dis, c'est fondamental de souligner ceci, que cette opposition, à un moment donné, a fait rêver un peuple qui est fatigué. Ayons le courage de le constater à travers ces mobilisations. Un peuple qui est fatigué de se faire conduire dans un bateau où il n'y a que le seul capitaine. Fut-il Faure qui, à un moment donné, a eu la présence d'esprit de changer le nom du parti. Aujourd'hui, on parle d'UNI, mais le mode de gouvernance est resté le même. Et si nous avons observé cette mobilisation hier, c'était à dessein. Cette opposition, à un moment donné, a donné la lettre de ce qu'ensemble, ils pouvaient faire quelque chose. Et tout le monde a applaudi. Hier, on a vu le cas et l'ANC dont vous avez parlé ensemble. Ce n'est pas rien. Que cette opposition reste ensemble, et je l'ai souligné au départ, si cette opposition, à un moment donné, avait pu toucher aux réformes, et c'était possible, c'est à l'Assemblée que tout pouvait être joué. Mais elle a échoué sur ce plan. Elle a échoué sur ce plan. Il faut faire le lobbying. Il faut faire le lobbying. Elle a échoué sur ce plan. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans un régime démocratique et les tests permettaient tout. Elle a échoué sur ce plan. Il y a un autre plan sur lequel cette opposition pouvait jouer. Il ne faut pas une troupe pour remporter de grandes victoires. Lequel, c'était l'unité d'action. C'était présenter à ce peuple un seul candidat. On ne comprend pas.
que cette opposition n'ait pas pu aujourd'hui sortir un seul candidat. Et ça, c'est à déplorer. Vous avez oublié un peu les pratiques en Afrique. On ne peut pas oublier les pratiques en Afrique. Les pratiques, qu'on cesse de nous faire croire, non, oui. qu'on cesse de nous faire croire que ce n'est pas possible. Si l'opposition, et ça c'est fondamental, si les classes politiques en Afrique ne peuvent pas d'une seule et même voix défendre les intérêts, parce que ça dit quand même mais ce que vous avez oublié, Joël, et s'il ne peut pas, non, on n'a pas oublié. Non, ce que vous avez oublié ici, même si l'opposition, attendez, même si l'opposition aujourd'hui décide d'aller dans l'unité, vous savez que le parti au pouvoir est en mesure de positionner des candidats. Oui, c'est possible. Pour déséquilibrer non, mais là, l'opposition en aurait gagné sur un plan. La population, elle n'est pas bête. Nous allons revenir à cette division de l'opposition togolaise. Mais dites-moi déjà, si on prend la chose sous l'angle qui nous permet de voir qu'entre-temps, le parti au pouvoir, la mouvance présidentielle au Togo, était d'accord pour une réforme, mais à condition que cette réforme ne soit pas rétroactive et que l'opposition togolaise a refusé entre-temps d'adhérer à cette proposition et qu'aujourd'hui, finalement, non seulement on n'a plus de réforme pour l'avenir et que le président Faure va aux élections, est-ce que quelque part, l'opposition togolaise ne s'est pas mélangé les pédales? Mais à ce niveau, il faut avouer quand même que l'opposition a mal tracé sa ligne. Parce que vous êtes en face de qui? De quelqu'un qui veut conserver le pouvoir pour longtemps. Il faut savoir mener le jeu. Et aujourd'hui, l'opposition se retrouve dans une situation confuse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que la réforme qui a été proposée, c'est pour empêcher Faure d'être candidat. Et ça, vous pouvez imaginer ça où? Vous pouvez penser ça où? Surtout quand nous sommes sur le continent, ici, en Afrique. Et on sait combien quand quelqu'un vient au pouvoir. Et je vous dis, même si aujourd'hui, on va aux élections et qu'on met un opposant là à la place de Faure Gnassingbé, vous pensez qu'il va toucher tout de suite à cette constitution pour dire que je limite les mandats? On connaît bien les acteurs politiques sur le continent. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que c'est le peuple qui doit se lever et savoir qu'il faut changer les pratiques et ne plus écouter ces acteurs politiques qui sont en réalité assoiffés de pouvoir. Parce qu'autant qu'ils sont au Togo, ils veulent conquérir le pouvoir et garder le pouvoir. C'est la même chose, c'est le même esprit qui guide Faure. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'opposition n'a pas su trouver les filons nécessaires pour atteindre son objectif. Et devant, on a qui? Un homme qui a une grande mobilisation. Et vous avez écouté un peu le slogan. Quand on est unis, on est fort derrière le président. Quand on est unis, on est fort derrière le président Faure. Cela veut dire quoi? Il y a une forte mobilisation. Et c'est cette mobilisation que l'opposition doit essayer également de constituer pour aller de l'avant. Je suis d'accord pour une candidature unique, mais ce n'est pas une fin en soi. Non, cela aurait été déjà un grand pas. Un grand pas qui peut réduire les chances de Faure de l'emporter haut la main. Je répète encore, c'est un scrutin à un tour. Un scrutin à un tour où vous y allez en rang dispersé. Il ne faut pas fatiguer le peuple pour rien. Vous avez parlé tout à l'heure d'une mobilisation forte, une forte mobilisation autour de Faure. C'est de cette mobilisation que l'opposition a besoin. Et cette mobilisation, je répète une fois encore, l'opposition, à un moment donné, nous l'a montré qu'elle en était capable. Et c'était dans l'unité d'action. Alors, on ne comprend pas que ceux-là soient en train de parler au nom du peuple, soient en train de dire qu'ils veulent changer la donne et que, rapidement, sur un rien du tout, aujourd'hui, ils pensent qu'il faut aller en rang dispersé. Si c'est pour donner carte blanche à Faure, ok, qu'ils y aillent, mais qu'ils cessent de fatiguer. Sur le continent où ce que vous êtes en train de prôner est arrivé. Quoi en train de prôner? Je parle de l'unité. Je dis que c'est une aberration. Oui. Non, il faut évoluer. Nous sommes là pour analyser, à moins que je me trompe. Alors, si c'est le cas, que la classe politique prenne ses responsabilités. Parce qu'en vérité, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, puisqu'on parle du continent, c'est que c'est la société civile qui, malheureusement, abat le gros lot du travail. Et ceux-là, ils viennent comme des arrivistes et font de la récupération. Faites la lecture. La classe politique reste toujours dans des calculs qu'on ne comprend pas. Et à la dernière minute, sur la tête, et le problème de positionnement se pose. Je dis non, si on veut tourner la page, qu'ensemble, qu'on s'asseye et qu'on essaie tout au moins de donner espoir au peuple africain qui ont véritablement besoin, qui sont assoiffés de changement. Et le peuple togolais en a besoin. Mais ce n'est pas en jouant de cette façon-là. Vous l'avez dit, celui qui est au pouvoir est fort. Il est fort, il a les institutions avec lui, il a aussi les moyens avec lui. Mais comment voulez-vous aller en bataille contre cette personne si
vraiment, vous n'avez pas d'autres idées derrière la tête, si ce n'est pas pour vos poches et que vous y allez en rang dispersé. C'est là tout mon cri de gueule, je dis. Mais ce n'est pas possible. La responsabilité, c'est la responsabilité. Nous allons revenir la responsabilité des acteurs politiques d'abord. Nous allons revenir dans ce débat dans la troisième partie. A joué sa partition. De cette émission. Nous allons revenir dans ce débat, dans la troisième partie de cette émission. En attendant, restez avec nous dans quelques instants, la deuxième partie de Sika Infomag. Nous abordons à présent le deuxième quart de ce magazine d'information, une tranche exclusivement consacrée à l'actualité économique. Tout de suite, voici le journal de l'économie. Conclut un accord pour une aide de 1 milliard de dollars. Elle vise à soutenir l'économie ghanéenne au cours des 3 prochaines années. Enfin, le ministre français des Finances annonce des mesures supplémentaires pour remplir les engagements de Paris vis-à-vis de l'Union européenne. C'était là les principaux titres que nous allons développer dans la première partie de ce journal. Et nous allons y aller tout de suite avec cette information qui nous parvient de l'Égypte. Eh bien, de nouvelles entreprises publiques seront bientôt introduites sur Egyptian Exchange. C'est du moins le vœu de 2 ministres égyptiens qui espèrent voir introduire en bourse un maximum d'entreprises publiques. L'objectif est d'accroître la liquidité du marché financier égyptien qui en a besoin, mais aussi de réduire progressivement le poids des subventions sur les charges publiques en améliorant par la même occasion la solidité du trésor public égyptien. 1 milliard de dollars pour soutenir l'économie du Ghana au cours des 3 prochaines années. C'est la substance de l'accord que viennent de conclure le FMI et les autorités ghanéennes. Cette aide sera opérationnelle si des réformes importantes sont mises en place. L'une des priorités du FMI est de s'assurer que les emplois fictifs disparaissent des registres du gouvernement ghanéen. Le Fonds monétaire international accepte accorder au Ghana une facilité de crédit de près de 1 milliard de dollars sur 3 ans en contrepartie de réformes économiques selon un accord préliminaire annoncé ce jeudi. Deuxième économie d'Afrique de l'Ouest, le Ghana avait en septembre sollicité l'aide du fonds pour stabiliser sa monnaie et diminuer son déficit budgétaire. Après avoir connu une croissance économique rapide au cours des dernières années grâce aux exportations d'or, de cacao et de pétrole, il a dû faire face à une chute du cours des matières premières. Il n'y a pas eu de contrôle assez strict sur la gestion des finances publiques. Il y a eu d'importants paiements de salaires qui n'ont pas été contrôlés, des subventions qui n'ont pas été bien dirigées et qui ont tendance à la dette publique. Nous avons vu les premières actions prises par les autorités avec un plan destiné à régulariser et enrayer les irrégularités au niveau des pays. Ce plan a commencé à être mis en œuvre il y a quelques mois déjà. Il servira à détecter et enlever tous les emplois fictifs afin de rendre le système de paye et la base de données beaucoup plus crédible. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus d'irrégularités et que de vraies sanctions seront prises contre les responsables de ces fraudes. Cette facilité de crédit sur 3 ans devrait être officiellement approuvée par le conseil d'administration du FMI au début du mois d'avril. Le Ghana a été éprouvé par 3 années difficiles caractérisées par un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation, accompagnée d'une augmentation de la dette et des vulnérabilités financières. La croissance du PIB au Ghana est tombée à 4,1% en 2014, son niveau le plus bas depuis plusieurs années dans un contexte de taux d'intérêt élevés, de vive dépréciation de la monnaie et d'une faible demande. L'inflation au Ghana a atteint 17%, tandis que le déficit budgétaire et la dette publique se sont creusés du fait de l'importante masse salariale, de subventions mal ciblées dans le secteur de l'énergie et des chocs liés à la chute du cours des matières premières.
50 milliards de francs CFA, c'est le montant des sukuk que le Niger entend émettre au cours des 5 prochaines années. Ceci à travers 2 opérations distinctes d'une valeur de 115 milliards de francs CFA chacune. Ces sukuk serviront notamment à financer un certain nombre de projets de développement. Le Niger emboîte ainsi le pas au Sénégal et à l'Afrique du Sud qui ont émis l'an passé des sukuk souverains pour la première fois sur le continent africain. La Tunisie a déjà annoncé l'émission d'un sukuk d'un montant de 264 millions de dollars dans le 3e trimestre 2015, bien sûr. De son côté, la Côte d'Ivoire envisage d'émettre des sukuk d'un montant de 200 milliards de francs CFA. Et puis le ministre français des Finances, Michel Sapin, a assuré jeudi à Vienne que des mesures supplémentaires seraient prises pour remplir les engagements de Paris vis-à-vis de l'Union européenne en matière notamment de réduction de son déficit public en 2015. C'était lors d'une conférence de presse commune avec son homologue autrichien. Suivons ici un extrait de ses propos. La première préoccupation de nos pays, c'est de retrouver une croissance suffisamment forte et suffisamment durable. Et de ce point de vue-là, nous rencontrons des problèmes différents, mais avec un même objectif. Une faible croissance pendant plusieurs années de suite, ça ne peut plus durer. La France respecte ses engagements et respectera bien entendu en 2015 ses engagements de diminuer son déficit structurel de 0,5 points. Donc j'ai dit déjà à la Commission, et nous aurons à préciser tout cela dans les semaines qui viennent, que cet engagement était l'engagement de la France, pas d'aujourd'hui, c'était un engagement que nous avions pris déjà dès la fin de l'année dernière, que nous considérons être présent dans notre budget, mais si dans les dialogues confiants avec la Commission, des mesures supplémentaires paraissent nécessaires, nous les prendrons d'ici le milieu de cette année, mais il est trop tôt de dire de combien et lesquels. Allons maintenant en Crimée à la rencontre du seul producteur d'huîtres et de moules. Il n'a qu'un seul rêve, prendre d'assaut le marché russe. Voici les images. Le départ se fait en bateau. À quelques centaines de mètres du rivage, Evgeny prépare sa bouteille d'oxygène, ses paniers et son couteau. Une plongée d'une dizaine de minutes pour ramener des mollusques pour le moins insolites pour la Crimée. Aujourd'hui, on a remonté des moules et des cages à huîtres. Des huîtres dans la mer Noire, on n'avait pas vu cela en Crimée depuis la révolution de 1917, date à laquelle les communistes ont mis fin à cette production, trop aristocratique à leur goût. Sergueï Koulik fait figure de nouveau pionnier. Moscovite, il fait des allers-retours entre la capitale russe et la Crimée et possède le seul élevage d'huîtres et de moules de la presqu'île, une affaire pas encore rentable, mais prometteuse. Pour les huîtres, il y en a un maximum 500 d'accrochés par ligne d'élevage. Donc 500 fois 2 euros, ça fait 1000 euros par ligne. Ces huîtres seraient plus douces et plus sucrées que leurs concurrentes européennes en raison d'une eau moins iodée. Pour l'heure, elles ne sont vendues qu'en Crimée, mais depuis l'embargo alimentaire décrété par Moscou envers l'Occident, les restaurateurs russes ont dû changer leur chaîne d'approvisionnement. Terminé, les huîtres françaises. Le téléphone de Sergueï n'arrête pas de sonner. Les grandes tables de la capitale et de Saint-Pétersbourg convoitent ces précieux coquillages. Les sanctions, du pain béni pour ce chef d'entreprise. Prochaine étape, augmenter ses capacités de production. Si tout se passe comme je le souhaite, on pourrait passer à un niveau de production industrielle. Je pourrais produire jusqu'à 1 million d'huîtres et 50 tonnes de moules par an. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Sergueï au port de Balaklava, près de Sébastopol. Il a acheté ce vieux bateau d'occasion en Italie, une mini-usine pour calibrer ses coquillages en fonction de leur taille. Les grandes huîtres prêtes pour le marché sont vendues et les petites on les met dans des filets en plastique en forme de saucisson pour qu'elles continuent de grandir et arrivent à maturité. Si le rêve de grandeur de Sergueï se concrétise, son vieux bateau italien sera relégué à l'âge de pierre au profit d'une production industrielle, avec à la clé de gros bénéfices et des débouchés assurés dans toute la Russie, qui aura pris l'habitude des huîtres élevées dans sa province de Crimée.
Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. Tout de suite, la deuxième partie, l'invité du jour. Notre invité qu'on ne présente plus, Madame Soléat Dourokpendou du cabinet FMI basé à Cotonou, Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler des matières premières. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les matières premières, ce sont des matériaux de base issus de la nature qui sont peu ou pas transformés. Et généralement, les matières premières sont les ressources naturelles telles que le pétrole, le bois, l'uranium, etc. Nous avons 4 catégories de matières premières. Nous avons les matières premières agricoles, par exemple le maïs, le riz, l'huile, etc. Les produits vivriers. Tout à fait. Nous avons les métaux précieux, tels que les joailleries. Nous avons les métaux de base, par exemple l'électricité. Et nous avons aussi l'énergie, le pétrole, le gaz. Il faut dire que des acteurs du marché des matières premières, nous en avons 4. Nous avons le consommateur, nous avons l'intermédiaire, nous avons le producteur et nous avons les investisseurs. Alors, quand on parle, par exemple, de spéculation boursière, qu'est-ce qu'on entend par là? La spéculation boursière, c'est le fait de parier sur la valeur future d'un bien en se basant sur des indicateurs économiques. Alors, faut-il empêcher la spéculation boursière, par exemple, sur les matières premières que vous avez définies tantôt? C'est une question qui suscite beaucoup de réflexion parce qu'il faut dire que les matières premières sont à la base de tout développement. Et le principe même des spéculations, déjà, c'est les spéculations augmentent la valeur des choses. Les spéculations sont à la base de la flambée des prix. Voilà. Mais il faut dire que les matières premières sont des ressources vraiment essentielles et vraiment vitales, je dirais. Il faut aussi tenir compte du pouvoir d'achat des populations. Parce que cette flambée de prix-là ne tient pas compte des réalités économiques et du pouvoir d'achat du consommateur. Lorsque, par exemple, dans un pays où il y a la guerre, un investisseur s'accapare de la majorité de la production pétrolière dans le but de revendre. Parce qu'il faut dire que le principe du marché boursier, le gain, c'est lorsqu'on achète, mais dans l'intention de revendre plus cher. Et qu'est-ce que les investisseurs font? Ils guettent les actualités économiques, ils guettent les faiblesses économiques et ils se demandent qu'est-ce qui se fera rare très bientôt dans tel ou tel pays. Ils s'accaparent du produit et là, comme ils sont détenteurs du produit, vu que la population a besoin de consommer ce produit, ils augmentent le prix. Donc, il faut dire que ce facteur-là ne tient pas compte du pouvoir d'achat du consommateur et cela influe forcément sur l'économie. Donc, c'est ce que je peux dire de la flambée des prix et de la spéculation, les conséquences de la spéculation. Merci beaucoup, Madame Soléat Dourokpendou, pour ces explications. Vous restez avec nous pour la troisième partie de ce journal de l'économie. C'est juste après ceci. La troisième partie du journal de l'économie, donc, pour analyser quelques places boursières. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous propose le FTSE/NSE Kenya 25, l'indice phare de la place boursière du Kenya. Nous avons 232,54 avec une variation positive de 0,27%. Et je passe directement aux bourses européennes. Nous avons le DAX 30 qui est à 11 318. Oui, c'est en Allemagne. Donc, nous avons le DAX 30, indice phare de la place boursière allemande, 11 318 avec une variation de moins 0,18. Et il faut dire que bien que... Moins 0,08. Oui, moins 0, autant pour moi, moins 0,08%. Et il faut dire qu'aujourd'hui, malgré le fait que le calendrier économique présente des indicateurs assez favorables, il ne faut pas écarter l'hypothèse que nous sommes en fin de semaine et que les investisseurs ont peut-être le besoin de retirer leurs gains. Cela peut expliquer donc, cette hypothèse peut justifier donc la performance négative du DAX 30 aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Soléat Dourokpendou. Pour conclure ce journal de l'économie, que diriez-vous aux amis téléspectateurs? Conclure ce journal, je dirais déjà que les spéculations sur le marché boursier, comme nous l'avons constaté, sont à la base de la flambée des prix. Et j'aimerais demander à ce qu'il y ait peut-être une assise ou bien qu'il y ait peut-être une réglementation au niveau de cette flambée de prix-là, parce qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des populations. Nous avons besoin des matières premières, ce sont des ressources vraiment vitales. Je pense qu'il faudrait quand même essayer de régulariser cette situation. Merci beaucoup pour toutes ces explications et pour cette exhortation aussi. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
Retour dans le débat du jour consacré à l'élection présidentielle au Togo, une élection qui sème déjà le grain de la division au sein de l'opposition togolaise. Est-ce un aveu d'échec de cette opposition avant le vote, une guerre de leadership mal orientée? On faisait le débat dans la première partie de cette émission. Nous allons retrouver nos deux débatteurs, mais ce sera tout juste après le flash d'information. Au Soudan, le président Omar el-Béchir, candidat à sa propre succession à l'élection prévue en avril, a annoncé qu'il démissionnera s'il est battu lors de ce scrutin boycotté par les principaux partis de l'opposition. Omar el-Béchir a critiqué l'attitude de ses adversaires qui boycottent ce scrutin. En Côte d'Ivoire, Charles Konan Bani, Amara Essi, Jérôme Kablan-Brou et Bertin Kouadio-Konan, les frondeurs du PDCI, ont rejeté les consignes de leur parti. Tous ont fustigé l'appel de Daoukro lancé par Henri Konan Bédié, qui fait d'Alassane Ouattara le candidat unique de la majorité. Ellen Johnson Sirleaf a rendu hommage aux Américains pour leur aide dans la lutte contre Ebola. Le Libéria et la Sierra Leone enregistraient entre 300 et 550 nouveaux cas par semaine. Mais grâce à une force militaire des États-Unis, il n'y a actuellement qu'un à 3 nouveaux cas par semaine. Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de la Radio Soleil FM à Cotonou, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV, sont toujours sur ce plateau. Benjamin Honoré Naoum, est-ce que cette situation au Togo ne ramène pas au grand jour l'impuissance ou le manque de pertinence des forces de l'opposition en Afrique? Parce qu'on a vu l'opposition togolaise faire descendre dans la rue la population, cette population qui a été arrosée de gaz lacrymogène. Mais aujourd'hui, l'opposition n'a pas réussi à obtenir les réformes, mais il y a déjà de nombreux candidats dans le rang de cette même opposition. Est-ce que cela ne ramène pas au grand jour le problème de l'impuissance des forces de l'opposition ou bien de manque d'impertinence de ces forces de l'opposition en Afrique? Je voudrais dire que c'est le système démocratique qui pose problème en Afrique. C'est comme si on n'était pas préparé, franchement, à être pays démocratique, à adopter les règles démocratiques. Où on vient en politique aujourd'hui, on dit qu'on est politicien, mais on n'a pas la capacité réelle d'animer la scène politique. Je crois que le vrai problème se trouve là. Et c'est celui qui est au pouvoir qui cherche à tout conquérir. Parce que nous n'avons pas, dans nos pays ici, en Afrique, des partis organisés. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours réclamé dans mes débats que véritablement que nous puissions travailler à avoir des partis à l'échelle nationale et non à l'échelle régionale. Parce que ce qu'on a souvent, c'est quoi? On crée un parti pour sa communauté, pour sa localité, pour son département. C'est tout. Alors que réellement, quand vous êtes leader, vous avez un grand parti qui occupe l'espace. Ça veut dire que du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes présent. Mais les partis que nous avons, ce sont des partis miniaturisés. Et quand un chef d'État vient au pouvoir, on voit d'autres partis s'agglutiner autour pour former une coalition. On ne gère pas avec une coalition. On gère avec un projet de société décidé au sein d'un parti politique. Et c'est pour ça que vous avez souvent, en face d'un homme fort qui est au pouvoir, des partis qui n'ont pas de poids en réalité. Parce que pour aller de l'avant, il faut avoir le poids nécessaire. Et pour ce poids-là, il faut conquérir les militants un peu partout. On n'est pas politicien d'un clan, on est politicien d'un pays. Et quand les gens prennent la parole, ils défendent quoi? Leur localité. Je n'ai pas de route dans ma localité, j'ai pas de l'électricité dans ma localité, dans mon quartier, dans mon village. Alors que le débat, c'est un débat national. Comment mettre en place un réseau d'électricité pour notre pays? Ça devrait être la préoccupation au sein des partis politiques. Donc c'est un groupe que les gens constituent en Afrique pour dire que je suis leader d'un groupe. Non, je suis leader à l'échelle nationale. Donc quand on se retrouve devant cette situation-là, vous ne pouvez pas voir une opposition forte. Parce qu'en face de l'opposition, vous avez quoi? Vous avez de multitudes de partis. Vous prenez le cas, par exemple, du Bénin, on parle de 200 partis politiques. Comment vous pouvez vous retrouver à gagner le pouvoir face à celui qui est au pouvoir? Parce que lui, il a quand même de l'argent à distribuer. On utilise l'argent public. Donc, fondamentalement, pour moi, le problème se trouve à ce niveau. Si on commence à animer réellement la vie politique et qu'on cherche à gagner de militants un peu partout, je pense que l'opposition peut être forte. Joël Yetondi, est-ce que cette situation au Togo pose le problème, l'éternel problème du manque de pertinence des partis d'opposition en Afrique? Pas que
que des partis de l'opposition, c'est toute la classe politique qui est à condamner. Toute la classe politique, parce que ce qui fonde la démocratie, c'est d'abord la deuxième institution forte dans un régime démocratique du Parlement. Alors, le constat dans l'ensemble, dans nos pays africains, c'est que le Parlement, les textes de loi ne donnent pas suffisamment la main libre. L'opposition de faire le travail qui est le sien, de jouer à fond sa partition. Vous voyez une opposition fébrile, voilà, ouais. Simplement parce que n'a pas tout ce qu'il lui faut pour pouvoir jouer son rôle comme cela se doit. L'arsenal juridique en place, ce n'est pas ce qu'il faut. Les tests de loi ne leur donnent pas les coups de franche pour faire le travail. Mais à côté de cela, donc il faut regarder de ce côté-là. Et regarder de ce côté, il n'y a pas que l'opposition. Il y a que la mouvance qui doit jouer aussi sa partition parce que c'est de notoriété publique. Souvent, la majorité, c'est la classe politique, le régime en place qui l'a souvent. Et quand on ne veut pas voter des tests de loi dans ce sens, eh bien, vous avez tout fait de comprendre ce qui peut arriver. Mais l'autre chose, au niveau de ces pays, des pays africains dans l'ensemble, c'est qu'on ne vote pas le programme. Ces populations elles-mêmes ne votent pas le programme. Ces populations votent le fils du pays, le fils du terroir. Ça reste un problème idéologique, ça reste un problème régional, ça reste aussi un problème de conviction. Et malheureusement, j'aime à dire, et ça reste une conviction, que tant que les pays africains de populations qui ne sont pas vraiment instruites, il y aura problème. Tant que des populations ne vivent et ne réfléchissent que pas à ce qu'on vient leur servir, ou ils ne peuvent pas, les populations ne peuvent pas par elles-mêmes comprendre fondamentalement ce qui se passe parce que pas vraiment instruit, il y a problème. Donc c'est tout ce terrain-là qu'il va falloir baliser. Et là, la société civile a un rôle fondamental à jouer. Les pouvoirs publics essaient d'éjecter déjà ce qu'il faut, mais il va falloir les accompagner. Il faut dire aussi que les lobbies que constituent ces opérateurs économiques, ils doivent éjecter de l'argent dans ce sens-là, parce que s'ils ne le font pas suffisamment, ils n'ont pas à se plaindre demain, qui se laissent phagocyter facilement, qui se retrouvent aussi à faire, parce que les mêmes liés, à faire le travail ou à défendre la cause du pouvoir malgré eux. Donc voilà autant de terrains sur lesquels il faut travailler. Maintenant, c'est heureux de constater qu'il y a déjà par endroits des gens qu'on peut indexer et doit être dit que ceux-là, politiquement, ont un poids. Et quand vous prenez le cas du Togo, nous avons Jean-Pierre Fabre, il n'est pas à négliger. Hier, on parlait de Olympio, on sait ce que c'est devenu. Mais le problème fondamentalement, il y a trop le ego, il y a trop le moi. Et quand c'est le moi qui parle, vous ne pouvez rien faire pour la postérité. Il faut travailler pour la génération montante. Travailler pour la génération montante, c'est déjà les acquis, faire en sorte de les prospérer, faire étendre leurs tentacules et amener la jeunesse qui, malheureusement, pense qu'aller en politique, c'est s'enrichir, l'aider à comprendre que la politique, c'est tout autre. C'est d'abord le développement de la cité. Le développement de la cité passe par la vie communautaire, le bien commun, et le patriotisme, autant de vertus qui perdent du terrain aujourd'hui. C'est ce que je pense. L'opposition a échoué, je continue de le dire, mais c'est sur ces paramètres-là qu'on ne prend pas suffisamment en compte. Alors, selon vous avec les opposants qui n'arrivent pas à surmonter leur ego, pendant combien d'années encore Faure Gnassingbé est parti pour rester au pouvoir au Togo, avec une constitution qui lui accorde un nombre de mandats illimité, un mode de scrutin à un tour? Pendant combien de temps encore Faure Gnassingbé est parti pour être à la tête de l'État? En tout cas, le boulevard lui est tout tracé. C'est une vérité de palissade que de dire, je ne sais pas, que Faure va perdre. Là, c'est parti pour un bon bout de temps. Mais pour autant, il faut savoir raison garder. Je dis il faut savoir raison garder parce qu'il y a une vérité que les dirigeants africains oublient très souvent. Et c'est vrai, le contexte au Burkina n'est pas le contexte au Togo, mais je dis que c'est la même chose. De quoi veux-je parler? D'une population qui est fatiguée. Et au Togo, on ne peut pas le nier, une bonne partie de la population est fatiguée, est en colère. Et c'est ça qui justifie, pour peu qu'il y a un petit problème, qu'il y a une centrale syndicale, la semaine prochaine, on nous annonce, la STT, entend descendre encore dans la rue pour revendiquer un certain nombre de satisfactions à leurs problèmes posés il y a quelques jours. Je dis, cela signifie que la population est fatiguée, la population est en colère. Donc les dirigeants, pour peu qu'ils ont encore les muscles, que les tests sont en leur faveur, c'est au fait ça, en leur faveur,
le Togo, c'est le cas, mais qui n'oublie pas ce paramètre. Si l'opposition n'arrive pas à jouer sa partition, je pense que, je devance peut-être les faits, les gens iront aux urnes, mais Faure reviendra, sauf tremblement de terre, mais il n'y aura pas de tremblement de terre au Togo, il reviendra. Alors que Faure essaie d'ouvrir les yeux et se dire qu'il y a une population qui est fatiguée, commencez par concéder ce qu'il faut concéder. S'il lui faudra concéder cela et revenir après, il faut le faire. Parce que si Faure ne le fait pas, ça peut venir de n'importe où. Aujourd'hui, si Blaise est tombé de cette façon, en s'accrochant à la Constitution, mais c'est parce qu'il y a aussi un ras-le-bol qui n'a pas perçu. La forteresse peut tomber à tout moment. Donc Faure restera au pouvoir le plus longtemps possible, mais peut du jour au lendemain tomber au moment où il s'y attend le moins. Quant à la classe politique, celle de l'opposition, elle a commencé par jouer ce rôle-là, à jouer ce rôle-là à fond, en essayant d'être vraiment réaliste sur ce qu'il faut corriger aujourd'hui, c'est ce que je pense. Honoré, oui. Si le peuple togolais est fatigué, qu'on ne vote pas pour la liste de Faure Gnassingbé. Si vous dites que la bonne partie... Attendez, vous dites... Une bonne partie. Oui, vous dites une bonne partie du peuple togolais est fatigué. Si ce peuple-là est fatigué, que ce peuple ne vote pas pour le président Faure Gnassingbé. Et comme ça. Et au lieu qu'on l'aide, les gens vont en disperser. S'ils ne votent pas, ils ne votent pas. Laissons-le aller au bout de son développement. Que le peuple togolais, le combat aujourd'hui, c'est le combat du peuple. Ce n'est pas le combat des élites au Togo. Que les peuples du Togo se lèvent pour dire « voici notre leader ». Et que cette population-là vote pour ce leader. On peut avoir 1000 candidats. C'est au peuple de savoir qui peut apporter la prospérité. Vous avez donné l'exemple de STTT et qui aujourd'hui manifeste. Cette formation syndicale ne manifeste pas pour le départ de Faure. Pour sa cause. Manifeste pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Tout à fait. Cela veut dire que si Faure donne l'argent, ce syndicat se tait. Alors que le problème aujourd'hui, c'est de faire une réforme politique au Togo. Et c'est pourquoi plutôt, moi j'invite les acteurs politiques du Togo à être stratégiques. Ici, il est question d'aller aux élections. Au lendemain des élections, on peut définir les stratégies, à mettre en place les réformes. Et il faut y aller tout doucement. Tout doucement, je propose juste une approche. Vous allez aux élections et vous revenez après pour dire, mais, monsieur, franchement, vous ne pouvez pas avoir un boulevard devant vous et continuer à garder le scrutin à un tour. On peut exiger par exemple cette réforme-là et mobiliser le peuple, accompagner les acteurs politiques dans ce sens, au moins qu'on arrive à un scrutin à 2 tours, ce qui donne beaucoup plus d'ouverture. Mais si on évolue comme ça, de façon stratégique, demain on peut gagner gros. Mais si nous restons dans la politique qui est menée aujourd'hui par les acteurs politiques au Togo, mais Faure restera très longtemps, des dizaines encore d'années. Peut-être il va même mourir au pouvoir et après laisser la place à quelqu'un, son père l'a fait. Et ce sont les militaires qui ont installé Faure. Et vous savez les conditions dans lesquelles Faure a été installé, il fera peut-être la même chose après, quand il va finir. Donc aujourd'hui, il faut que ce peuple-là sache, le peuple qui est fatigué dont vous parlez, parce que si un peuple est fatigué, on le sait très bien, hein, vous allez dans les urnes, vous votez pour la personne qui ne porte pas. Malheureusement, je dis, nous n'avons pas, nous journalistes, le droit à cautionner cela. Parce que le faisant, sans nous en rendre compte, nous cautionnons une mascarade. On ne cautionne rien. Non. Oui. Aujourd'hui, la réalité sous nos tropiques, c'est quoi? Eh bien, au nom de cette démocratie de façade, parce que c'est la triste réalité, le pouvoir essaie de confisquer et tout en main, et même aux urnes, les résultats sont connus d'avance. Je ne vous apprends rien, à moins qu'ici, nous ne voulons pas le reconnaître. Donc, la triste réalité, et je dis encore, non, s'il nous plaît, les citoyens togolais qui sont dans les urnes. Non. Et quand on prend le cas du Togo, vous me donnez l'occasion de me rappeler cette image qu'on ne peut pas oublier. Ce soldat togolais qui a couru les rues du Togo, une en tête, sur la tête, et on a validé ce qu'il a amené. Il n'était pas demandé. Ce soldat, on ne peut pas oublier ces images-là. Togolais, je parle du Togolais. Voilà. Mais c'est ce dont je parle. Donc non. Et je dis, non, c'est ce que je dis. Attention, qu'on cesse de dire le peuple, un peuple qu'on continue de manipuler, c'est la triste réalité qu'il faut reconnaître. Ce peuple qu'on continue de manipuler, parce que la réalité c'est quoi? Quand les gens vont aux urnes, dans ce dont on parle, on dit que c'est démocratique, où les jeux sont pipés, on sait ce qui va sortir des urnes, mais je dis que c'est un crime de lèse-majesté et on ne peut pas, s'il vous plaît, excuser l'opposition.
Je répète encore, l'opposition togolaise a échoué lamentablement. Et qu'elle cesse... aujourd'hui ne peut rien en face de fort. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je dis elle pouvait beaucoup. C'est pourquoi je parle d'échec. Oui. Cette opposition pouvait beaucoup. Et la première des choses, je dis si sur les réformes, cette opposition a échoué, tout au moins, qu'est-ce qu'elle paie en allant ensemble? Vous l'avez dit tout à l'heure, que la population pouvait choisir quelqu'un. Oui. Mais on ne peut pas voter, on ne peut pas voter utile si l'opposition est divisée. C'est ça le problème. Justement, est-ce que vous pensez, nous allons évoluer, nous sommes presque à la fin, nous allons évoluer. Est-ce que, une dernière question avant de partir, est-ce que vous pensez, Honoré, je vous adresse la question, est-ce que vous pensez comme d'autres que cette division entre les opposants au Togo, c'est quand même une querelle de leadership entre leaders mal inspirés? Vous avez trouvé la réponse à votre question. Non seulement c'est un problème de leadership, tout le monde ne peut pas être président. On doit comprendre dans un pays que tout le monde, tous les acteurs politiques ne peuvent pas être présidents. Et maintenant, il faut définir les stratégies. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous ne peaufinez pas les choses, mais en l'état, avec ce que nous avons aujourd'hui en place au Togo, on ne peut rien espérer. Parce que vous avez le boulevard, c'est que le gars peut être candidat tout le temps. S'il souhaite demain être candidat, il sera candidat. On ne peut pas l'empêcher, sauf si on fait un coup d'État. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qu'il faut balayer comme idée sur le continent africain. Donc, maintenant là, c'est que le peuple togolais, ou bien la classe politique réclame d'abord le scrutin à 2 tours. Qu'on commence par là, après on peut penser, et si on fait ça, et qu'on gagne le pouvoir, on peut faire des réformes. Mais vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à Ford de faire des réformes pour ne pas être candidat. C'est pas possible. C'est rêver trop grand. Merci Honoré. Oui. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir participé à ce débat. Nous allons partir, mais avant, suivez ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag de ce jour, Stop F1. Merci de toujours nous rester fidèles et surtout rester avec nos programmes. Le meilleur reste à venir sur Sika.